dans mon atelier. Je m'appelle Céline, je suis la créatrice de patrons de tricot derrière la marque Mademoiselle Petroni et je suis également professeure de tricot à Chambéry en Savoie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour le 18e épisode de mon vlog dédié au tricot et aux arts de la maille en général. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ces vlogs dédiés au tricot, c'est mes vidéos, et bien entendu je remercie très chaleureusement toutes les personnes qui reviennent régulièrement sur mes vidéos et qui se sont abonnées à ma chaîne YouTube. À ce propos, avant de rentrer dans le cœur du sujet de ce nouvel épisode, je voulais réévoquer avec vous le petit concours que j'ai organisé à l'occasion des 2000 abonnés de la chaîne YouTube. Notamment, je dévoilerai le nom de la gagnante à la fin de cette petite partie, de cette introduction. Mais je voulais revenir tout d'abord vous dire un grand merci parce que vous avez été très nombreuses, je crois pas que non, il n'y a pas d'hommes, très nombreuses à participer au concours en me laissant un commentaire sous ma dernière vidéo et pour répondre notamment à la question que je vous posais qui était de savoir quel contenu vous aimeriez voir dans les vidéos que je propose. J'ai lu très attentivement toutes vos suggestions et sachez que je vais vraiment en prendre compte puisque je trouve qu'elles étaient très pertinentes. Ça m'a permis de nourrir ma réflexion par rapport à mon envie d'améliorer un petit peu mes vidéos, mais aussi peut-être de créer de nouveaux contenus sur cette chaîne. Donc voilà, c'est tout ça, sachez que ça va être précieusement compilé, digéré pour pouvoir vous proposer quelque chose de nouveau. Je vais faire une petite synthèse très rapide, enfin je vais essayer d'être très rapide sur ce qui m'a été retourné et voir comment justement quelles orientations ça va prendre dans l'avenir. Actuellement sur la chaîne, il y a deux types de vidéos. Il y a une partie plus pédagogique qui concerne mes tutos techniques de tricot, qui sont les tutos qui notamment je propose dans mes patrons de tricot. C'est vrai que moi j'ai fait le choix très personnel de les rendre publics à tous sur ma chaîne. Voilà, donc ça permet, vous n'êtes pas obligé d'acheter mes patrons pour pouvoir avoir accès à certaines techniques que je décris dans mes patrons. Pourquoi pas, ça permet aussi d'ajouter peut-être des choses un peu différentes de ce qu'on peut trouver dans les tutos traditionnels, de techniques traditionnelles sur YouTube. Donc ça je vais continuer à le faire, je vais continuer à partager avec vous ces tutoriels qui sont dans mes patrons. Et l'autre catégorie de vidéos que je propose, c'est celle-là que je tourne en ce moment, c'est-à-dire ce que j'appelle mes vlogs. Alors j'ai intitulé ces vidéos vlog tricot parce qu'au tout début, il y a un peu plus d'1 an quand j'ai créé cette chaîne, enfin ce type de vidéo, ça correspondait plus à cette logique de vlog qu'on trouve beaucoup maintenant sur YouTube dans la tricosphère, on va dire, et qui consistait à l'époque, au tout début, à des courtes vidéos d'une vingtaine de minutes, entre 20 à 30 minutes, pour partager avec vous une semaine de mon quotidien de travail en tant que designer tricot dans mon atelier. Puis peu à peu, j'ai fait évoluer ces vidéos parce que je trouvais que ça commençait à être très redondant, parce que après tout c'est assez logique, mais comme tout quotidien de travail, les choses sont assez répétitives et voilà, il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles qui arrivent dans mes journées de travail. Et donc je les ai un petit peu plus étoffées avec des faces caméra un peu plus longues qui correspondent plus, on va dire, au format podcast créatif. Où là, j'ai décidé de partager plus en détail à la fois mes designs, donc comment je réfléchis à l'origine, l'inspiration, la manière dont je fais naître mes designs de tricot. C'est d'ailleurs une partie qui semble beaucoup vous plaire de manière générale. Et en même temps, je me suis dit, je vais aussi évoquer ce que je vis en tant que personnellement, en tant que personne qui adore les loisirs créatifs et notamment tous les loisirs créatifs autour du fil. Vous avez vu que j'aime bien le crochet, donc il continuera à y avoir du crochet sûrement sur ces chaînes. Il y aura aussi peut-être, là je suis en train de me mettre au macramé, je me mets tout doucement au filage et au tissage. Donc voilà, toutes ces choses-là vont venir ponctuer aussi ce type de vidéo. Et en même temps, j'ai quand même continué à garder, c'est pas uniquement non plus un podcast, parce que j'ai souhaité toujours créer des interludes dans ces vidéos où je vous partage quelques images, des projets en cours, mais aussi de mes petites virées à l'extérieur de mon atelier. Et je crois qu'il y a certaines personnes d'ailleurs qui m'ont fait remonter qu'elles aimaient beaucoup les images de nature que je partage dans ces vidéos. Donc il y aura toujours en fin de vidéo
un petit générique de fin où je partagerai avec vous mes balades. Et notamment, j'ai de la chance d'habiter une belle région qui est la Savoie, mes balades en montagne en Savoie. Voilà pour ce qui concerne le contenu de ces vlogs créatifs. Donc je vais arrêter d'ailleurs, je pense, de les appeler vlogs. Je vais voilà, tout simplement donner un titre à ce genre de vidéo et en sous-titre podcast tricot parce que c'est beaucoup plus logique et ça évite aussi aux auditeurs et auditrices qui regardent ces vidéos de croire que je leur propose un vlog alors que non, c'est très éloigné des formes vlog qu'on peut justement trouver sur YouTube, que ce soit des studio vlogs ou des vlogs plus personnels de loisirs créatifs. Mon objectif est de garder une vidéo qui dépasse pas entre 50-55 minutes, c'est le grand maximum. Je me dis que ça correspond à peu près à la durée d'un épisode de série et je trouve ça bien pour un face caméra. Au-delà, l'attention est beaucoup plus difficile à avoir. Autant un vlog peut s'étirer, moi je sais que je regarde beaucoup les vlogs tricot et les vlogs créatifs en général. Et c'est plus comme une présence, c'est des vidéos qui m'accompagnent dans ma journée, donc là peu importe la durée. Mais quand c'est un face cam, je me dis c'est quand même intéressant, je vous montre des choses, je vous explique des choses, de pas non plus faire trop durer l'épisode. Ensuite, je vais, et j'ai très envie de créer de nouvelles vidéos qui seraient des hors-séries et qui vont correspondre un petit peu aux suggestions que vous m'avez fait. Notamment, certains voudraient que je vous fasse un petit tour de mon atelier. Donc alors là, je vais attendre un peu avant de le faire parce que je suis en train de le réorganiser. Et voilà, avec mon mari, on est en train de réfléchir aussi comment l'organiser de manière un peu plus fonctionnelle parce qu'il commence déjà à être encombré et ça me dérange. Moi, j'aime bien quand les choses sont bien ordonnées. Donc voilà, ça, je pense que je vais vous faire un tour de l'atelier. J'ai très envie aussi de vous faire un petit point sur mon stash, sur mon stock de laine et aussi sur le type de matériel que j'utilise dans le tricot. Je vais faire peut-être un hors-série aussi qui va ressembler à des interviews avec les membres de la team, de l'équipe Mademoiselle Petroni. En fait, c'est pas vraiment une équipe hein, parce que j'embauche personne, j'arrive déjà pas à me rémunérer moi, donc je suis encore pas dans les moyens de rémunérer des gens autour de moi, mais il y a quand même des gens qui m'accompagnent, il y a quand même des prestataires qui sont là pour moi, notamment ma photographe ou ma traductrice, voilà, j'ai plein de personnes que j'aimerais bien pourquoi pas aussi certaines de mes testeuses, ça me donnerait mais tellement enfin, de joie de pouvoir leur donner aussi la parole parce que c'est des gens qui m'accompagnent au quotidien dans mon travail, donc je trouverais ça super. Et aussi j'ai envie de tourner des vlogs. Donc, mais les vlogs c'est pareil, ce sera de manière plus ponctuelle, hors série, du type partager une semaine avec moi ou partager une journée avec moi, enfin voilà, ça sera des petits one-shots comme ça de temps en temps, ça ne sera pas quelque chose qui va venir de manière régulière. Et le dernier type de vidéo que vous m'avez demandé et que j'ai aussi un petit peu lancé l'idée dans mon dernier épisode, ce serait plutôt des vidéos de type théorie tricot. Plus masterclass ou en tout cas des petites masterclass qui permettraient d'expliquer notamment certaines choses. Je vous avais expliqué que ça serait bien peut-être que je vous fasse une vidéo sur la famille des mailles doubles par exemple. Mais ça en fait j'hésite beaucoup à le faire sur YouTube. C'est quand même des vidéos qui vont me demander beaucoup de travail de préparation et qui sont très en lien avec ma profession de professeur de tricot. Et à partir du moment où ça concerne vraiment proprement mon métier, je considère que c'est plus difficile de vous le fournir en contenu gratuit. Voilà, c'est quelque chose que peut-être, je sais pas encore, hein, je suis en réflexion, j'ai toujours pas pris de décision d'ailleurs à ce sujet, je préférerais réserver à une communauté type coulisses comme sur Patreon ou sur Ko-fi, enfin voilà. Mais en tout cas j'y réfléchis sérieusement, c'est des vidéos que j'aimerais beaucoup tourner, voilà, qui m'exerceraient aussi à cet exercice de la masterclass qui j'aimerais un jour pouvoir aussi faire en présentiel lors d'événements ou de salons, pourquoi pas. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui concerne cette réflexion autour de mes vidéos. J'espère que j'ai pas été trop longue, mais voilà, je voulais vous dire un grand merci en tout cas à votre participation au concours puisque ça m'aide énormément à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc maintenant, il est temps, ça y est, il est temps que je vous annonce, je mettrai d'ailleurs dans l'interlude suivant les images que j'ai tournées du tirage au sort pour vous y vous rendre compte que
comment j'ai fait le tirage au sort dans vos commentaires. Et la gagnante donc du concours des 2000 abonnés, il se trouve que je la connais un petit peu puisqu'il s'agit de Claudine Lebrun. Voilà, bravo Claudine, tu es l'heureuse gagnante d'un bon d'achat de 20 € dans la boutique Lana et Tricot. Donc je te laisserai m'envoyer. Alors je crois que j'ai ton email puisque faut dire que Claudine, tu fais partie de mon équipe de testeuses. Donc je crois que j'ai ton email, mais voilà, je voudrais être sûre que c'est bien celui-ci dans lequel je peux t'envoyer à la fois donc ce bon d'achat de 20 € et je t'offrirai également un patron au choix dans ma boutique Ravelry. Voilà un de mes patrons. Et ben, je crois que ça y est, cette longue introduction, je vais vous laisser avec le petit interlude en images et je vous annonce rapidement le programme. Un ouvrage terminé, 2 sorties de patron, une petite revue de mes sacs en cours et puis on terminera avec mes petits coups de cœur du mois. A tout de suite! Alors, avant de parler de mon projet terminé, ce que je porte, je me lève, voilà. Il s'agit de mon modèle de pull, le Catherine Pullover, qui est mon seul projet que j'ai tricoté en jacquard. Il s'agit d'un patron que j'ai sorti en novembre dernier. C'est un pull en fingering que j'ai tricoté à 2 couleurs dans un fil de chez The Woolly Skin, qui est un fil particulier puisque c'est un fil d'origine française. C'est un Merino Roman et qui est non traité. Voilà, c'est un 2 brins. Alors malheureusement, je crois qu'elle ne propose plus trop cette qualité de fil dans sa boutique. En tout cas, elle en teint moins régulièrement. Mais vous avez plein d'autres alternatives pour pouvoir tricoter ce modèle. Donc notamment, il suffit que vous choisissiez des fils de brun. Ça fonctionne très très bien. Idéalement, c'est vrai que des fils non traités et rustiques, c'est ce qui va se rapprocher le plus de ma version. Je pense comme ça vite fait à la Bio-Shetland de chez B7 Garn que je connais bien, la Wesson
la W150 de boucle laine qui fonctionnera aussi très bien. J'ai une de mes testeuses d'ailleurs qui l'a fait dans cette qualité de fil. Voilà, après voilà, il suffit que vous regardiez n'importe quel fil fingering two ply. C'est ce qui conviendra le mieux pour se rapprocher de ma version. Après, mes testeuses l'ont fait dans des fils fingering plus ronds et traités superwash. Ça fonctionne aussi, il n'y a aucun problème. Voilà. Bon, alors maintenant, je vais vous parler de mon seul et unique ouvrage terminé, qui est un ouvrage que, d'ailleurs, je ne vous ai pas du tout présenté la dernière fois parce qu'il est arrivé comme ça, hop, pas du tout prévu dans mon planning. Il s'agit d'un projet layette. Voilà, j'ai une amie, alors, vu mon âge avancé, il n'y a plus beaucoup d'amis dans mon entourage maintenant qui ont des bébés. On est toutes déjà, enfin, elles ont toutes des enfants bien grands, voire même des post-adolescents. Donc voilà, là j'étais toute heureuse d'accueillir un nouveau bébé. Il s'agit du petit Robinson. Et je profitais pour lui tricoter une petite layette. Donc je lui ai tricoté une brassière que voilà. Il s'agit alors du modèle de brassière qui s'appelle la brassière texturée et qui est issue de ce livre-là que j'ai depuis très longtemps. Il s'agit du livre Layette, dont les modèles sont de Nadia Crétin-Lechen. Donc à l'époque, c'était voilà, présenté comme étant la créatrice Nadia du blog Iti Biti. Voilà, l'époque, la belle époque du blog Iti Biti. Et j'ai voilà, fait ce modèle-là qui s'appelle la brassière texturée, qui est proposée en 3 tailles. C'est 3 mois, non, naissance 3 mois et 6 mois. Moi j'ai fait la plus grande taille, j'ai fait le 6 mois. Mais j'ai un peu triché. C'est pas vraiment du 6 mois que j'ai, ça va être une taille entre le 3 mois et le 6 mois parce que mon échantillon n'est pas bon. Enfin, il n'est pas celui qui est recommandé en tout cas. Celui qui était recommandé était de 22 mailles et moi j'ai obtenu un échantillon de 24 mailles en aiguille 3,5. J'ai gardé par contre le même numéro d'aiguille puisque j'ai tricoté ce modèle avec la laine à chaussettes, la Magic Tweed Superwash de Langyarn. C'est une qualité que j'ai depuis longtemps dans mon stash et j'ai besoin en fait de vider un petit peu ces pelotes là. Donc je me suis dit, oh, j'adorais vraiment la couleur du modèle original. Et là, ben, j'ai trouvé que ça se rapprochait vraiment et c'est vrai qu'elle est très sympa. J'aime beaucoup. Alors c'est vrai que c'est plutôt une couleur automnale, mais je pense pas que ça va poser de problème à la maman ou au papa de mettre cette couleur durant l'été. C'est une laine qui est très douce, qui a l'avantage d'être superwash, donc de passer en machine pour de la layette, c'est quand même très pratique. Et donc elle est composée, je vais vous dire ça tout de suite, de 62% de laine vierge, 18% de polyamide, donc de nylon, et 10% de viscose. La viscose, c'est les petites neppes en fait, puisque c'est une laine qui est tweedée. Pardon. Voilà, c'est une laine qui est tweedée, donc elle est à la fois très nuancée, mais elle a aussi des petits tweeds. Je ne sais pas si vous allez arriver à bien voir. Voilà, ce qui la rend très sympa. Ensuite, pour ce qui concerne la construction de ce modèle, c'est la brassière toute simple en fait, hein, où on tricote pour bébé. Donc on va la tricoter en commençant par le dos, on tricote en bottom-up, c'est-à-dire du bas vers le haut. On commence par une bande de poids mousse. On fait tout le dos dans un point, le point andalou, qui est très simple. Vous allez voir d'ailleurs que j'en vais en reparler plus tard de ce point-là. Ensuite, on rajoute des mailles pour faire la moitié des manches. On passe... Hop, on continue, on fait le devant, où on poursuit les manches, où on crée l'encolure en faisant des diminutions. On sépare les deux devant, on a un grand demi-devant droit, un petit demi-devant gauche. On tricote tout en point andalou. On a des bordures au poids mousse, à la fois sur la brassière, mais aussi, enfin sur les côtés, les deux demi-devants, mais aussi sur les bords de manche. Et on finit à nouveau par une barre de point mousse. Entre temps, on a fait les diminutions pour former les manches. Il reste à la fin à bloquer et à faire les deux coutures sur les côtés, voilà, qui remontent là sous les emmanches, les bras et les côtés. Je me suis trompée, normalement il y a 3 boutonnières, mais j'en ai oublié une. Bon, c'est pas très grave parce que le fait que la brassière va être moins large, ça permettra peut-être aussi au bébé d'en profiter plus longtemps. Et moi j'ai oublié, normalement voilà, je vous ai dit il y a une barre de point mousse, enfin il y a une bordure de point mousse ici. Ben, je l'ai oublié. Voilà, donc pas bien.
Ce que j'ai profité, du coup, j'ai remonté les mailles, j'ai fait toute une bordure en I-cord. Donc j'ai remonté là le col et je redescendu, donc ça permet un petit peu d'éviter que ça roulotte. Même si le point andalou entre nous, il roulotte quand même beaucoup moins, c'est un point texturé, donc il roulotte beaucoup moins que le jersey. Donc voilà, le petit Robinson, maintenant j'ai plus qu'à lui envoyer le colis pour qu'il puisse profiter de sa petite brassière. Et j'ai récupéré les 2 boutons, ce sont des boutons de récupération, hein, c'est des boutons que j'ai un stock. Un jour il y a une mamie qui m'a donné une boîte à chaussures mais emplie de boutons, de vieux boutons, donc voilà, je pioche au fur et à mesure dedans. Quand j'en ai pas beaucoup, comme ça fonctionne. Voilà pour ce qui concerne la brassière texturée de Nadia Crétin-les-Chênes. C'en est tout de mes ouvrages terminés pour ce mois-ci, parce que je vais vous parler maintenant des 2 patrons que je sors, un que j'ai sorti le mois dernier et un qui arrive bientôt. Le premier patron, alors je ne vous le présente pas tant que ça puisque vous l'avez vu, il est sorti le 24 avril dernier, il s'agit de mon gilet Ginger. Alors, je ne sais pas si je vais arriver à le rapprocher un peu, pas trop non plus parce que c'est pas évident, sinon vous ne verrez pas tout. Ce gilet, tout d'abord merci parce qu'il a eu un accueil mais absolument formidable sur Instagram. Également vous avez été nombreux à acheter le patron, donc ça me touche énormément, je suis très contente puisque on va parler tout de suite de la genèse de ce modèle là. Il est un peu particulier, c'est un modèle qui n'était pas du tout prévu il y a un an de ça, lors du tout premier confinement. Je me suis un peu retrouvée désemparée comme beaucoup de monde, et notamment par le fait que je ne pouvais plus donner de cours et d'ateliers, donc ce qui me faisait quand même un peu plus de temps, mais aussi une angoisse par rapport à mon chiffre d'affaires et à comment pouvoir compenser tout ça. Et je me suis dit, je vais en profiter pour créer des modèles et voilà, essayer de compenser avec la création de modèles, d'en faire un peu plus et tout ça. Et en même temps, j'avais vraiment envie de me faire quelque chose qui me fasse plaisir. Et ça faisait longtemps que pour moi, j'avais envie de me tricoter un petit gilet court, col V, avec une belle bande de côte sur le bas et surtout un gilet qui tiennent extrêmement bien sur le cou, parce que souvent quand malheureusement les tricots en col V que j'ai tricotés, souvent ils ont une encolure qui est trop large pour moi dans le dos, ce qui fait qu'ils ont soit tendance à tomber comme ça, surtout que faut dire que comme le décolleté V forcément tient beau, enfin moi qui n'ai pas de poitrine en plus, ça tient pas très bien, et ça a vite tendance à tomber et à s'écarter sur les épaules. Donc moi vraiment j'avais très envie d'appuyer là-dessus, en fait, de faire très attention à cette contrainte-là. Et ensuite, j'avais envie de quelque chose qui fasse un peu style gilet un peu rétro, mais qui me fasse penser aussi aux gilets de costume des hommes, qui ont souvent soit un dessin, soit un motif texturé. Notamment je pense à des gilets de costume qui sont en jacquard, mais vraiment en tissu jacquard de soie par exemple. On a donc le dos du gilet, du veston, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, c'est un veston ou gilet de costume, dans les costumes 3 pièces des hommes. Derrière souvent le dos est en satin, et les devants sont plutôt assez luxueux dans des belles matières, donc ça peut être du lin, mais ça peut être aussi de la soie, et je pense surtout au devant des jacquards de soie, où là on peut vraiment travailler soit avec la couleur bien sûr, mais ça crée aussi une forme de texture. Et j'avais envie de jouer là-dessus et d'avoir vraiment le motif qui court uniquement sur les 2 demi-devants. Voilà, et j'ai réfléchi longtemps, j'ai regardé oui, mais quel type de dessin. Je voulais quelque chose qui donne comme un effet de relief, mais de manière un peu répétitive. Enfin voilà, je voulais vraiment quelque chose de particulier. Et j'ai fouillé dans mes dictionnaires de tricot et je suis tombée sur ce motif qui s'appelle le motif hirondelle. Non mais quel beau symbole, hein. Quel beau symbole en plein confinement alors qu'on ne pouvait pas sortir. L'idée, c'était au printemps en plus, c'était en plein moment où les hirondelles étaient en train d'arriver. Moi je suis très sensible à cette période-là. Et je me suis dit, mais c'est un message extraordinaire. Voilà, je veux travailler absolument ce motif de dentelle, d'hirondelle, pardon. Sauf que c'est un motif qui normalement se tricote en bottom-up, du bas vers le haut. Dans tous les dictionnaires de tricot, il est présenté comme ça.
Et donc je me suis un petit peu creusé la tête et je me suis dit non, mon gilet est en top down, il faut que je trouve le moyen de faire ce motif dans l'autre sens. Et j'ai trituré mes mailles et j'ai fini par trouver comment le réaliser dans ce sens-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un tutoriel dans mon patron qui vous montre comment le réaliser. Vous verrez, c'est très simple. C'est de ce qu'on appelle la famille des mailles allongées. Mais c'est vraiment pas compliqué, c'est des mailles allongées et croisées, enfin voilà, vous verrez, c'est vraiment super simple. D'ailleurs, vous avez le tuto, il est accessible, hein, comme je vous disais tout à l'heure, il est accessible sur ma chaîne YouTube, donc vous pouvez aller voir comment il se réalise. Et donc voilà, me voilà partie avec ce gilet hirondelle, pour moi à l'époque il s'appelait comme ça. C'était vraiment quelque chose d'important pour moi, c'est ce symbole d'évasion en plein confinement, à la fois un gilet que j'avais envie de me faire pour moi depuis très longtemps, et l'hirondelle est mon animal totem. Je vous montre de manière très indiscrète, voilà, j'ai même, voilà, je me suis fait tatouer il y a quelques années de ça une hirondelle parce que, voilà, pour moi c'est l'annonce du renouveau, du printemps, c'est un symbole fort, notamment voilà, quand on est en pandémie et que c'est pas évident, me rappeler sans arrêt qu'il y a un printemps à toute chose. Ça finit par arriver. J'ai moi-même traversé des épreuves assez difficiles il y a 5 ans de ça, et c'est pour ça qu'à la fin de cette période un petit peu compliquée, j'ai eu besoin de le symboliser par ce tatouage et ce symbole de l'hirondelle. Donc ça c'est pour vraiment la genèse du design. Voilà comment il est arrivé sur mes aiguilles alors qu'il n'était pas du tout prévu. Donc bien sûr je ne pouvais pas le sortir tout de suite, il m'a fallu laisser le temps de l'écrire. Donc j'avais fait un premier prototype pour moi qui est d'ailleurs dans le même fil mais dans un autre coloris. Et puis au fur et à mesure je l'ai pris le temps de l'écrire, de le faire tester. C'est pour ça qu'il arrive 1 an après. Ce gilet, ce petit gilet printanier, et donc il se tricote en top down, c'est un gilet raglan col V, centré légèrement sur la taille par la bande de côte 1-1 et qui est un gilet court avec manche 3/4. Ça c'est la manière dont je l'ai dessiné au départ. Ensuite, je propose dans le patron, et je me suis dit qu'il était tout à fait versatile ce modèle. Il est tout à fait possible de rallonger le corps, de réduire la bande, je vous explique en fait tout ça dans le patron, ces options-là, de réduire la bande de côte. Je vous propose d'ailleurs une autre façon de faire des côtes pour qu'elles se resserrent moins. C'est des côtes 1-1 quand même, et c'est des côtes 1-1 qui sont, ça s'appelle les côtes, je sais plus comment j'ai appelé ça. Bon, vous verrez, c'est écrit dans le patron. Et qui permettent d'avoir des côtes plates en fait. Donc du coup, de ne pas avoir une bordure qui se resserre sur les hanches. Parce que si on rallonge et que ça se resserre sur les hanches, ça n'a pas de sens. Et aussi, sachez que de toute façon, pour essayer de s'adapter le plus possible à des morphologies, j'ai prévu des aisances poitrine à partir de la taille 4. Comme ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir le faire évoluer ce modèle. Mes testeuses ont souhaité, pour beaucoup d'entre elles, faire des manches longues. Alors c'est pas compliqué, je vous explique un petit peu, il y a une petite mention, vous verrez c'est tout simple, les manches pour les rallonger. Voilà, donc d'ailleurs je vais, je pense, insérer au fil là, du moment où je vous parle, des photos des testeuses pour que vous voyez justement toutes les versions qui sont possibles de faire avec, qui est possible de faire pardon, avec ce patron. C'est vraiment, moi je l'ai choisi comme ça, je l'ai dessiné en tant que tel, mais il peut vraiment évoluer en fonction de votre envie et de votre morphologie. La laine que j'ai utilisée, c'est un partenariat donc, que j'ai fait parce que mon premier prototype, j'avais acheté la laine et il s'agissait donc déjà à l'époque de la Albertine de Terrerum Natura. Et j'avais choisi à l'époque le coloris Orja, c'était la laine que j'avais dans mon stash. Il se trouve que pendant le premier confinement, on n'avait pas trop le choix. Et donc là, quand j'ai rédigé le patron, j'ai contacté Terrerum Natura pour savoir s'ils voulaient bien faire yarn support pour cette collaboration. Et ils m'ont dit, bah oui, sans problème. Et voilà, j'ai choisi le coloris cette fois or rose. C'est un fil fingering de Mérinos avec un petit peu de soie. Mais c'est un fil, il est vraiment fingering, c'est vraiment le cas, il fait 200 mètres pour 50 grammes, ce sont des pelotes de 200 mètres pour 50 grammes, donc on est bien à 400 mètres pour 100 grammes, mais il est gonflant, parce qu'il n'est pas traité, c'est du mérinos non traité, même s'il y a un peu de soie, et ben forcément il prend bien sa place, la maille est bien ronde, donc il convient bien pour ce type de modèle que j'avais en tête. En termes d'informations purement techniques, l'échantillon justement est un échantillon de 24 mailles sur 36 rangs. Je l'ai tricoté moi pour ma part en aiguille 3,5 et 3 pour les côtes. Et au niveau de la construction, donc on commence par faire monter les mailles du dos, des manches, du dos et des manches.
Ensuite, il y a un petit moment de raccourci, mais très rapide pour relever un petit peu la nuque. Hein, c'est ce que je vous disais, pour moi c'était vraiment important que la nuque tienne bien sur ce modèle-là. Un raglan classique, avec des augmentations régulières. Et on va faire également des augmentations pour créer l'encolure V. Je vous indique à un moment donné comment placer le motif hirondelle. Alors, petite précision. Je vais démonter le mannequin pour vous expliquer quelque chose d'important. Parce que ça, au niveau de la rédaction du patron, ça n'a pas été simple en fait. C'est pas toujours simple d'être dans un langage universel au niveau de la rédaction du patron. C'est vraiment quelque chose de dingue. Et là, je remercie 1000 fois mes testeuses qui contribuent justement. Hein. Là, elles ont été une quinzaine de testeuses à m'aider, à contribuer sur la manière dont je pouvais expliquer au mieux. Je ne dis pas que c'est la meilleure façon d'expliquer, mais d'expliquer au mieux comment placer les motifs. Vous avez un diagramme. Le diagramme correspond au premier demi-devant qu'on tricote, c'est-à-dire le demi-devant gauche. Il est indiqué dans le guide, il y a un petit guide qui va vous expliquer des explications qui vont vous expliquer comment lire le diagramme. Lorsqu'on commence à lire le diagramme du demi-devant gauche, c'est pas compliqué, on le lit de manière traditionnelle, c'est-à-dire qu'on le lit de droite à gauche pour les rangs en droit et de gauche à droite pour les rangs en vert. Donc, on tricote. On place les motifs, c'est indiqué, vous avez des motifs en rose dans le diagramme de 6 mailles, espacés d'un certain nombre de mailles. Ils se placent à un certain nombre de mailles de la bordure et à un certain nombre de mailles du raglan. Ensuite, on tricote la manche, les mailles de la manche en jersey, on tricote les mailles du dos en jersey, on fait les augmentations. Bien sûr, quand on fait des augmentations à gauche, on fait des augmentations qui penchent dans un sens. Et quand on fait les augmentations qui sont à droite, elles penchent dans l'autre sens. Et on arrive à nouveau ici, au demi-devant droit. Et là, je ne vous ai pas mis un autre diagramme, parce que déjà qu'il y a un diagramme par taille, plus un autre diagramme après pour le corps, ça allait faire un patron à 40 pages. Donc c'est le même diagramme, sauf que je vous dis de le lire dans l'autre sens, puisque c'est logique, on est en symétrie. C'est vraiment parfaitement en symétrie. Donc il suffit simplement, pour le demi-devant droit, au lieu de le lire de droite à gauche, de le lire de gauche à droite. Et ça va vous placer exactement au même endroit chacun des motifs. Voilà, et pareil pour les rangs en vert, ça va être l'inverse. On va lire dans les deux demi-devants dans des sens inversés. Toutefois, la petite chose qu'on m'a fait remarquer et qui est importante, c'est que le motif, en lui-même, qu'on soit là ou qu'on soit là, on le tricote de la même manière, c'est-à-dire toujours dans le même sens. Et là, on ne se pose pas de questions, on lit les 6 mailles qui correspondent au motif dans le diagramme, toujours de droite à gauche. Qu'on soit sur le demi-devant droit ou le demi-devant gauche, on réalise exactement le motif de la même manière. Voilà, c'est ça que j'ai voulu dire dans mon patron. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est d'être à la fois synthétique et complète. Donc voilà, j'avoue que c'est pas toujours évident, mais je remercie vraiment énormément mes testeuses qui m'ont aidé à prendre cette direction-là et cette décision de comment expliquer, comment placer les motifs en lisant les diagrammes sur le patron. Donc là, on a placé les motifs, on a tricoté jusqu'aux emmanchures, ensuite on sépare, on laisse les mailles des manches en attente et on tricote le corps. Donc là c'est tout simple, c'est pareil, vous suivez le diagramme. Il y a une petite, donc comme je vous disais tout à l'heure, une petite particularité pour la taille à partir de la taille 4 à la taille 7. Il y a des petites augmentations sur le devant pour faire de l'aisance poitrine. Voilà, donc ça c'est pareil, il a fallu que c'était plus simple que je vous présente sous forme de diagramme plutôt que de faire des explications à rallonge. À une certaine longueur, que vous êtes libre de rallonger ou pas, c'est à vous de voir, c'est pas compliqué, il suffit de répéter les derniers rangs du diagramme pour avoir la longueur que vous voulez. Vous mettez en place la bordure en côte 1-1 ou d'une certaine hauteur, donc moi je propose ici 8 cm, mais j'en propose une de 6 cm si on veut quelque chose de moins haut et on veut un vêtement moins cintré. Il y a 2 types donc de côtes que je vous propose. Et ensuite on reprend les manches, tricotées en jersey, en rond avec des diminutions régulières. Pareil, je vous propose une taille de manche 3/4 avec pareil, la même bande de côte que vous avez là et là. Il suffit de les assortir à chaque fois. Si vous avez choisi de faire un type de côte là, vous faites les mêmes ici. Et pour terminer, on remonte toutes les mailles,
tout le long là, le dos et de l'autre côté, pour tricoter la patte de boutonnage. Je vous ai juste indiqué à un moment donné, vous verrez, hein, c'est indiqué dans le patron, ici et ici, je vous fais placer des marqueurs positionnables, repositionnables, pour indiquer qu'on va faire des augmentations doubles. Ouais, c'est ça, on fait 3 mailles dans une, pour pouvoir donner l'inclinaison. Sinon, ça marche pas. Ça fait quelque chose d'arrondi qui tire et qui fonctionne pas. Donc voilà, c'est toute une petite astuce quand on fonctionne comme ça sur la patte de boutonnage. Donc c'est pareil, même côte. On a sorti les côtes toujours partout sur le gilet. Je vous indique l'espacement, comment calculer l'espacement de vos boutonnières. C'est des boutonnières toutes simples, des boutonnières d'une maille avec un jeté. Et je vous propose un rabat un peu particulier que j'aime beaucoup, qui est un rabat à la fois souple, un peu élastique, mais qui donne un effet un petit peu chaînette, puisqu'il s'appelle le rabat double chaînette sur le, comment ça s'appelle, la patte de boutonnage. Aussi, je ne sais pas si vous allez voir, il y a une petite particularité sur la patte de boutonnage. Lorsque je vous fais remonter les mailles, avant d'attaquer les côtes, vous allez faire un rang de mailles en vert. Voilà, pour permettre d'avoir une jolie finition avant d'attaquer les côtes, pour faire une jolie liaison entre les demi-devants et les côtes. Je vous indique les ratios à chaque fois qu'il faut utiliser pour le relevage de mailles. Voilà en ce qui concerne la construction du gilet Ginger. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que j'ai été assez précise. C'est pas évident d'être rapide et précise à la fois. J'espère que ça va fonctionner. Juste donc, je vous ai expliqué quel fil j'ai utilisé. Donc moi je vous recommande aussi un fil fingering assez gonflant. En sachant que toutes mes testeuses ont quand même utilisé des fils fingering de teinturière indépendante et que ça a bien fonctionné. Qu'elles sont arrivées à avoir un échantillon. Alors bien sûr le tissu peut être un peu moins dense que le mien. Mais c'est pas gênant, pas du tout. Puisque 24 mailles ça correspond quand même bien à un échantillon de fil fingering. Et voilà, donc juste si je veux vous donner quelques fils alternatifs, je vous conseille quand même d'aller voir ma fiche Ravelry. Vous voyez ce qu'ont fait les testeuses, ça va vous donner des idées de fils, mais si vous n'avez pas les moyens en fait, c'est pas facile pour vous de vous offrir des fils de teinturière indépendante, voilà les fils que moi, alors quand je vous donne des fils alternatifs, c'est des fils que je connais. Je vais jamais vous diriger sur des fils que j'ai jamais pratiqués. Donc ça peut arriver que des fois, j'en vous propose pas énormément, mais parce que je préfère pas vous tourner vers des fils que je ne connais pas. Donc moi ce que j'ai relevé en fil de printemps, qui peut être très intéressant pour ce type de modèle, il y a les mélanges coton et laine, notamment la Biobalance de BC Garn et la Camarose de Summerwood, de Camarose, on va y arriver, qui sont des mélanges coton-laine. Et l'avantage qu'ils ont ces fils-là, c'est qu'ils sont des fils à la fois plus légers en termes de chaleur, hein, parce qu'en termes de lourdeur, le coton ça alourdit la laine, mais c'est pas gênant. La laine va faire que le coton soit moins lourd, enfin, les deux s'équilibrent, voilà ce qu'il faut retenir. Et c'est des light fingering mais qui sont très gonflants, donc ça passe pas de problème pour obtenir l'échantillon. Ensuite, je peux vous recommander aussi en laine commerciale la laine à chaussettes Regia, la Merino Soie, qui est en grosse pelote, 200 grammes, et qui est vraiment très avantageuse en termes de prix, et qui va se rapprocher un petit peu. Alors elle sera peut-être un peu plus fine, mais elle aura le rendu, voilà, Merino et soie de la Albertine. Et enfin, moi j'ai une autre fingering que je connais bien et qui gonfle bien, c'est la Bébé Mérinos de Fonty, qui pourra fonctionner sur ce type d'échantillon. Donc voilà en termes d'alternatives en fils plus commerciaux et qui soient moins tournés vers les fils de teinturière indépendante que vous pouvez utiliser pour tricoter votre gilet Ginger. Donc voilà, ce patron se décline en 7 tailles, juste de la taille 91 de tour de poitrine à 126, en sachant que je recommande une aisance de 5 cm. Si jamais vous êtes intéressé pour tricoter ce modèle mais que vous avez besoin d'une taille plus grande, contactez-moi. Maintenant je préfère plutôt que de mettre toutes les tailles au-dessus d'un certain tour de poitrine et que je n'arrive pas à trouver de testeuse pour le faire, contactez-moi, je grade la taille qui manque, vous la testez. Et ainsi, ça me permet ensuite de l'ajouter et de la proposer à la vente, au patron en vente. Je trouve que c'est plus juste en fait de faire comme ça.
Donc n'hésitez pas, contactez-moi si vous êtes intéressé et que malheureusement la taille est pour l'instant encore pas présente dans le patron à l'achat. Voilà, il y a un moyen de le tester et de pouvoir que vous puissiez réaliser votre ginger également. C'est un patron donc qui est au prix de 7,80 € et qui est disponible à la fois dans ma boutique Ravelry et ma boutique Etsy, comme à chaque fois. Voilà. Donc j'en ai terminé avec le gilet ginger et cette première sortie de patron. Je vais passer au deuxième patron que je sors bientôt. Ce sera la sortie du mois de mai. Il s'agit d'une petite paire de chaussettes. Les voici. Il s'agit, j'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, de mes chaussettes Arletty. Ce sont les chaussettes qui sont assorties à mon modèle de châle Arletty, donc éponyme. C'est un patron que j'ai sorti au tout début où je faisais du design tricot et j'avais adoré tricoter ce motif de guirlande bicolore. Donc je me suis dit, oh mais en fait la logique en fait de construction de ce châle, elle pourrait complètement être reprise dans une construction de chaussettes. À l'origine, le châle, je l'avais tricoté dans un fil. D'ailleurs, j'ai repris les mêmes fils que ce que j'ai utilisé pour faire le châle, c'est-à-dire j'ai utilisé les fils mérino, 100% mérino, non, pour le châle c'est du 100% mérino, et encore pas sûr, je crois que c'était mérino nylon, de la fil. Et là je me suis dit, moi je vais faire pareil, je vais utiliser les mêmes fils que j'ai utilisés pour le châle, mais en mérino nylon pour des chaussettes, de la fil. Comme ça, ça fait un petit écho complètement à mon châle. Et mon châle est tricoté dans ces fameux gradients soc, qui est donc ces fils chaussettes gradients que propose la fil. Et ben moi je l'ai repris un autre également, ce qui explique qu'il est plus foncé au niveau de la pointe et qu'il s'éclaircit en remontant vers la tige. Et ensuite, eh ben, j'ai utilisé un mini de soc de la fil pour faire les guirlandes bicolores. Alors là, il s'agit d'un One of the Kind, c'est un produit qu'elle a offert, un mini qu'elle avait offert à l'occasion d'un petit knit-it et que j'adore parce qu'il est super contrastant avec la laine que j'ai choisie en gradient. Et donc on ne peut pas le retrouver, mais je suis sûre que vous pouvez retrouver une couleur qui vous plaira sans problème. Vous avez sûrement un restant dans votre stage qui pourra tout à fait faire l'affaire pour ce type de modèle. Alors, pareil, on va essayer d'être organisé, que j'oublie rien. On retrouve c'est des petites soquettes, elles sont pas très hautes en fait. Alors c'est pas vraiment de la soquette, c'est entre la soquette et la chaussette. Parce que la tige est quand même pas très haute, je crois qu'elle fait 6 cm de hauteur à peu près en moyenne en fonction donc de vos nombres de rangs sur votre échantillon. On reprend les codes du châle. Donc on commence par la pointe, toute simple, avec des augmentations intercalaires de chaque côté. Montage Turkish custom, je propose dans le patron. Ensuite, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a un motif texturé sur le dessus du pied qui est le motif andalou. Tout simple, motif alterné, tous les 4 mailles, une maille en droit, une maille en vert, et on fait ça toutes les 4 mailles, enfin tous les 4 rangs, pardon. C'est un motif alterné, une maille de chaque, mais tous les 4 tours, on va le répéter. Entre c'est du jersey. Sous la plante de pied, c'est du jersey simple, toujours pas de relief, pas de texture sous le pied. Ensuite, on continue toujours dans le même fil, hein, c'est ce que j'appelle le fil A, et on fait un talon double avec talon renforcé. Le talonnet se construit avec des wrap and turn, donc des rangs raccourcis en wrap and turn. Ensuite, on reprend les mailles pour tricoter en rond, pour tricoter la tige. Et on va insérer ces petites guirlandes de bicolore qui sont en fait des rayures avec des mailles allongées. Eh oui, on y revient. C'est un peu mon dada en ce moment, les mailles allongées. Donc c'est pareil, je vous ai mis un petit tuto hein, dans le patron qui vous montre comment réaliser ce motif-là. Ça demande un petit peu de manipulation quand même, c'est pas évident. Il faut tirer sur les mailles, il faut bien piquer, surtout quand on est dans du fil chaussette. Mais c'est tout à fait faisable. Après, quand on a compris la logique, ça vient de manière assez intuitive. Donc ce sont des rayures de point mousse dans lesquelles on va venir tirer des mailles et les allonger sur le tour de au-dessus. Donc je propose 4 répétitions de ces guirlandes bicolores. Ensuite on fait un rabat, non pardon, on fait un bord côte simple en côte 1-1 pour
garder l'élasticité pour entrer le pied dans la chaussette. Et je propose, pour reprendre aussi un des codes qu'on retrouve dans le châle, hein, parce qu'on termine le châle avec des côtes du pêcheur, le châle Arletty, là, je me suis dit on va faire pareil. On va faire un revers en côtes du pêcheur qui ont l'avantage, ce sont des côtes réversibles, puisque ces côtes du pêcheur font partie de la fameuse famille des mailles doubles. Et donc l'avantage, c'est comme il est réversible, c'est très facile, on peut très bien les tricoter dans un sens comme d'un autre. Donc on peut faire un petit revers. Voilà, je trouvais ça rigolo de terminer la chaussette sur la cheville avec un petit revers. Voilà pour ce qui concerne les éléments de construction du design. Je crois que le rabat, je vous propose un rabat élastique toujours le même, celui d'Elisabeth Zimmermann. Je trouve qu'il convient très bien pour les chaussettes. En tout cas, moi je trouve que c'est... Bon, alors c'est un rabat à l'aiguille, mais il n'est pas compliqué, il est facile à retenir. Et en général, il fonctionne bien pour avoir quand même quelque chose d'élastique au niveau de la cheville. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre d'important ce que je vous recommande. Donc bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de tricoter vos chaussettes dans un gradient de la fée fil. Vous pouvez prendre d'ailleurs n'importe quel gradient, ça fonctionne. Vous n'êtes pas obligé de prendre non plus un gradient. La plupart de mes testeuses ont fait ça dans des fils unicolores. L'important pour moi, je trouve, pour que ça puisse bien fonctionner au niveau du rendu de la chaussette, c'est d'avoir un fil bien uni. Bon là, vous voyez, il est un petit peu nuancé, mais ce qui fait qu'on ne voit pas très bien la texture du point andalou sur le dessus. Et d'avoir deux coloris très contrastés. Là, vous voyez, j'ai le coloris foncé pour le fil A et j'ai un coloris clair, un peu péchu, moi, parce que celui-là il est sombre, un peu basique, enfin comment on appelle ça, ouais bon, c'est pas basique que je voulais dire, c'est un neutre, un coloris neutre, et là, ben voilà, je suis partie sur un fil fluorescent. Mais c'est bien, parce que c'est ça qui va donner du relief à la guirlande, sinon votre guirlande, elle va pas avoir le rendu escompté, et c'est dommage. Vraiment, ça c'est important. Très peu de fils. Dans cette catégorie-là, en fil B, j'ai noté qu'il fallait, en fonction de la pointure et de la taille que vous faites, entre 28 mètres à 37 mètres pour faire les deux chaussettes. Donc vraiment un restant, ça fonctionne très bien. Ce n'est pas obligé d'être un fil avec du nylon, ce fil-là, puisqu'il n'est pas au niveau ni du talon, ni sous le pied, ni de la plante des pieds, ni des orteils. Donc là, vous n'êtes pas obligé de partir sur un fil avec du nylon dedans. L'important c'est là, c'est d'avoir un fil robuste et vraiment fait pour tricoter des chaussettes dans votre coloris A. Le coloris contrastant, vraiment vous pouvez prendre un restant sans problème. Autre chose, si vous avez plus qu'un mini, peut-être avec un mini ça fonctionne, mais je suis pas sûre. Mais j'ai une testeuse qui elle avait beaucoup de quantité de fil, elle m'a dit, et je lui ai proposé, je lui ai dit, mais pourquoi tu ferais pas la pointe ? Donc elle a fait la pointe dans le coloris contrastant, elle a fait les guirlandes dans le coloris contrastant et elle a fait le revers. Et ça rend super bien aussi. C'est vraiment très sympa. Donc voilà, les petites chaussettes Arletty. Elles sont plutôt assez, je pense, assez faciles à réaliser. On va dire les deux points qui demandent quand même un petit effort technique, c'est les fameux wrap and turn. Voilà, mais je vous renvoie vers une vidéo pour vous aider. Et en même temps, voilà, le petit point, là où il y a les mailles allongées qui demandent d'avoir un petit peu de précision et un peu de dextérité avec les aiguilles. Mais sinon, c'est des chaussettes assez simples. Ensuite, au niveau des tailles, comme toutes mes chaussettes, et je vais procéder toujours comme ça, vous avez dans le patron, je vous propose de la taille 0 à la taille 5. Mais il ne s'agit pas de votre pointure. Quand je vous parle de taille, il s'agit toujours de l'épaisseur de votre pied, c'est-à-dire la circonférence au niveau du point le plus fort de votre pied, au niveau du coup de pied. D'ailleurs, dans le patron, je vous explique, tel montage, vous allez monter tant de mailles pour telle circonférence de pied. Je prévois sur le vêtement fini, c'est-à-dire sur la chaussette finie, une dimension de ce tour de pied avec une aisance négative entre 3 et 3,5 cm. C'est vraiment la chose la plus importante à retenir. Essayez d'avoir le même échantillon, sinon ça ne fonctionnera pas. On est d'accord, ça c'est important aussi. Commencez votre chaussette, bloquez-la, vérifiez votre échantillon pour être sûr que vous soyez sur la bonne taille. Après, il y en a certaines qui connaissent bien maintenant, qui ont tricoté des chaussettes depuis longtemps, donc qui connaissent bien leur échantillon. C'est beaucoup plus simple pour elles. Ensuite, je vous donne une indication pour prendre votre mesure de longueur de pied.
Ça c'est important aussi, je vous explique, il y a un petit calcul à faire mais c'est vraiment rien, c'est une soustraction, c'est vraiment pas compliqué pour savoir à quel moment vous allez commencer votre gousset. Puisque c'est un talon double, donc il y a un gousset, un talonnet et le talon renforcé. Et ben je vous indique en fonction de cette mesure à quel moment vous allez commencer votre gousset. Voilà, c'est tout. Si c'est vraiment, ça vous permet d'avoir une chaussette qui s'ajuste le plus. Alors je dis pas c'est la chaussette parfaite qui va s'ajuster à tous les pieds, mais ça quand même, ça vous aidera quand même à avoir une chaussette qui s'ajuste au mieux à votre pied. Parce que si vous prenez qu'une pointure, non, ça fonctionne pas, puisqu'il y a des personnes voilà, par exemple, un truc tout bête, j'ai une testeuse, elle a fait la même taille que moi, c'est-à-dire qu'elle a fait la taille 1, avec la même circonférence de pied. Moi je fais un 37 fillettes et elle a fait un 39,5. Donc voilà, ça n'a pas de sens. Donc on peut avoir un pied long, mais avec une circonférence très fine de pied. C'est pour ça que c'est important de bien prendre en compte cette mesure au niveau de votre pied. Autre chose, les indications de métrage de laine, dedans il y a un intervalle à chaque fois. Ben, c'est pareil, en fonction de si vous faites un 37, un 39 ou un 40, vous allez avoir besoin de plus ou moins de laine. Donc c'est pour ça que je vous donne un intervalle qui correspond en général entre le 36 et le 43. Je compte en termes de quantité de laine. Voilà, ce qui explique pourquoi il y a à chaque fois ces intervalles de métrage au niveau de la quantité des laines. Donc le patron, si tout se passe bien, sort le 11 mai, et bien entendu, donc c'est un patron au tarif de 5 €, mais il y aura bien entendu une remise avec un petit code promo pour la sortie de 15% de réduction pendant quelques jours sur ce modèle-là. Voilà, donc j'espère qu'elles vous plaisent et qu'elles vous donneront envie de les tricoter. J'en ai terminé pour les sorties de patron, donc je vais aller boire un petit coup, un petit verre d'eau parce que je suis vraiment extrêmement bavarde aujourd'hui. Et je vous retrouve pour vous parler de tout ce qu'il y a dans mes sacs en cours en ce moment. Voilà, à tout de suite. Bon, je viens de remarquer que j'ai déjà dépassé les 50 minutes, c'est pas gagné hein, de faire des vidéos de 50 minutes, c'est vraiment mal barré. En plus j'ai oublié 2 sacs. Alors, dans mes sacs à en cours, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. En sachant que... Bon, celui-là, je ne vais pas vous en parler. Il s'agit du fameux châle que je suis en train de designer et que j'ai commencé pendant le CAL, donc le CAL 4 ans de Mademoiselle Petroni. Mais ça, je vous ai dit, je vous en parlerai que quand il sortira. Donc, 2 encours pro, 2 encours perso. Je vais essayer d'être super rapide. Le but du jeu, c'est que je ne vais pas rentrer dans le détail. Juste pour vous dire un petit peu où j'en suis. Le gilet de Marie-Amélie, le Séropégia, que j'ai un tout petit peu avancé, mais vraiment très peu, parce que je ne le tricote que le week-end, et qu'en ce moment, même les week-ends, je tricote sur mes designs en fait. Donc j'ai quand même avancé, voilà, je suis arrivée à la longueur que je voulais au niveau du corps. Donc là, maintenant, je vais attaquer la bande en bas du corps, qui se tricote aussi de la même manière, avec ce point de brioche, qui est vraiment très sympa, que j'aime toujours autant. Donc voilà pour le Séropégia de Marie-Amélie, qui est donc un modèle qui est issu du Voulez-vous Mag. Voilà, le premier volume du Voulez-vous Mag, et je le tricote en coton mérino, qui est un fil que j'ai récupéré, que j'ai démonté d'un autre ouvrage et que j'ai tout nettoyé, retendu la laine pour pouvoir le tricoter un nouveau projet. Voilà en ce qui concerne mon premier sac en cours. Mon deuxième sac en cours, alors là celui-là... éternel. Celui-là, il est éternel en fait. C'est pareil, je l'ai commencé l'année dernière, pendant le confinement. J'espérais en faire un design en fait, et j'ai abandonné l'idée d'écrire le patron. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des fois, il faut se rendre à l'évidence, tout n'est pas obligé de sortir. Alors je l'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup, c'est un gilet de type kimono, hein, très simple. Mais il est tricoté en fil fingering, c'est le coton fingering de Yarn by Simone que j'aime beaucoup, qui est extrêmement doux. Alors cette couleur, j'avais complètement craqué. Mais je le tricote en aiguille 2,75 pour avoir l'échantillon qui me plaît. Et là, je me suis dit, non mais là, c'est même pas possible quoi. C'est éternel, ça n'avance. Même moi, si déjà il traîne en longueur, si je propose un test, il va falloir que je propose un test de 3 mois.
Peut-être un jour, hein, je l'écrirai, je le sortirai, mais ce sera pas... Enfin, peut-être d'ici là, il aura tellement traîné que j'aurai plus du tout envie de le proposer comme patron. Donc je vais quand même le tricoter pour moi. Il est donc tricoté sur les 2 panneaux du devant avec un motif un peu texturé qui fait comme des losanges. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Voilà. Donc là j'ai séparé les manches, je suis en train de faire le corps et j'ai décidé sur le bas du... je ne sais pas si j'ai l'échantillon là. Donc sur le bas du vêtement, il y aura un petit système comme ça de fausse côte qui dégouline, assez longue, des triangles en fait, des losanges. Voilà. Et les manches, elles seront faites tout en jersey, tout simplement, peut-être avec une reprise justement de ce motif de maille glissée sur la fin des manches. Je sais pas trop encore, voilà. Mais ça sera des mailles glissées avec des... comme un peu des... Vous savez les gouttes de pluie qui ruissellent sur les vitres? J'aime bien, des fois ça fait ça, donc il y en a de plusieurs longueurs, comme ça c'est un petit peu l'idée que j'ai. Voilà, c'est un petit peu ce sur quoi l'image sur laquelle je suis partie. Donc ça, j'espère quand même arriver à l'avancer pour en profiter cet été. Ce serait vraiment super chouette, mais je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre. Et à chaque fois que je le reprends, c'est un motif... En plus, ça, c'est un motif qui est pas facile à retenir. Il est tout simple à faire, mais il faut pas se planter. Et il n'est pas aussi facile à retenir que ça. C'est pas un zéro cerveau du tout. Donc je crois que je vous proposerai pas au design. Je pense pas. Oh, maintenant je réfléchis. Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. Donc ça c'est pour mes 2 sacs à cours perso et mes 2 sacs à cours pro. Il y a un petit top que j'espère sortir cet été. Ça fait juste 3 fois que je le refais. Tout va bien. Mais je vais y arriver. Ça y est, j'ai trouvé enfin ce qui me plaisait. Je vais vous montrer, j'en suis qu'au début. C'est un top down. Il s'agit d'un débardeur. Mais alors je vous assure, tricoter un top down, encolure V devant, encolure dos. Un débardeur comme ça, en fil de chanvre, c'est un petit défi en fait. Voilà, donc j'ai terminé l'empiècement. Vous voyez qu'il y a un décolleté devant un peu en V, mais qui n'est pas totalement en V, hein, qui va faire arrondi comme ça, qui est tout à fait décent, qui arrive largement au-dessus des seins, donc il n'y a aucun problème. Et dans le dos, un autre décolleté V un peu moins raide, hein, vous voyez, il est un peu moins profond et qui arrive juste au-dessus largement au-dessus de la bande derrière du soutien-gorge, il n'y a aucun problème aussi. Donc voilà, j'ai essayé de calculer tout ça pour que ça fonctionne. Alors ça fonctionne pour l'instant dans ma taille, mais j'ai bon espoir, j'ai commencé à calculer un petit peu sur les autres tailles, ça devrait fonctionner sans problème. Pareil, c'est le fil Canapa de Lang Yarn, hein, que j'utilise. C'est d'ailleurs une collaboration avec Lang Yarn, pardon. Et pour pouvoir obtenir un échantillon qui me plaisait, qui est quand même assez serré, pas trop transparent, c'est un fil qu'il faut tricoter en aiguille 3. Mais moi, comme j'ai une différence de tricot et de jauge quand je tricote à plat ou en rond, sur toutes ces parties-là, qui se tricotent à plat puisqu'elles se tricotent indépendamment. On commence par le demi-devant gauche, puis les demi-devant droit. Ensuite, on fait le contraire, le dos gauche, le dos droit, puis on rejoint le dos, puis ensuite on rejoint le dos avec les demi-devants. Tout est tricoté à plat. Et donc là, je suis obligée de les tricoter en 2,75. Voilà, mais ça concerne que le début, que l'empiècement, on va dire, du débardeur, donc c'est moins gênant. Et ensuite, mon objectif, donc c'est un débardeur qui aura une forme un peu évasée de type A. Pour moi, bien sûr, je ne vais pas le faire très long parce que j'aime pas les vêtements longs. Je trouve que ça ne me va pas sur ma morphologie, mais il sera tout à fait possible de le rallonger. Et il y aura une texture sur le bas qui est un petit peu ce qu'on retrouve dans les côtes. Alors, c'est pas vraiment, c'est des côtes fantaisie un peu à la japonaise. Voilà, c'est quelque chose dans cet ordre-là. Pareil. On ne dit pas des bêtises, je crois que c'est sur un jersey en verre avec des mailles torse. Voilà, dans l'idée de ce que j'espère pouvoir le sortir au mois de juillet. Voilà, ça j'aimerais beaucoup pouvoir vous le proposer dès ce mois de juillet. Voilà pour le petit top débardeur en fil Canapa. Donc là, vous avez beaucoup aimé le coloris. Alors, moi aussi j'ai complètement craqué, je sais plus... Oh, je l'ai plus là. Est-ce que je l'ai là? Pour vous dire quel numéro de coloris c'est. Il s'agit du numéro 0015. Voilà, la Canapa de Lang Yarn. Et l'autre
design en cours, c'est un... Oula, c'est pas pour tout de suite, hein. Ça sera plutôt pour la rentrée. C'est un projet qu'on a avec Anna de l'Anna et Tricot, voilà, on va travailler ensemble. Il s'agit de mon premier design en circular yoke, donc en empiècement circulaire. Et mon envie, donc là je vais vous le proposer dans une version très légère, puisque vous voyez qu'il est tricoté avec un seul brin de kid mohair, donc de kid silk mohair. Et l'idée de ce pull, hein, puisque ce sera un pull à manches longues, c'est d'avoir un modèle avec un échantillon qui se tricote en aiguille 5, mais qui est un échantillon de 18 mailles, qui permet à la fois, comme ici, d'avoir un tissu très transparent, très léger à porter en superposition, un petit peu d'ailleurs comme le modèle que vous avez beaucoup aimé, que je porte sur l'épisode précédent, qui est ma version du Ranunculus. Donc là c'est un peu dans le même esprit, mais encore plus léger, parce que là c'est un brin, c'est un kit silk, c'est le kit silk de Drops qui est encore plus fin. Mais rien, et ça après je vais faire des tests, ne vous empêche de le tricoter avec des fils plus épais, parce que 18 mailles ça vous donne mais un spectre de fils énorme pour pouvoir tricoter ce modèle. Vous pouvez doubler les fils, vous pouvez doubler un fil de mohair avec un fil de fingering, vous pouvez même doubler un fil de mohair avec un fil de DK, puisque vraiment là 18 mailles on est sur un échantillon plus que worsted, à rang en fait, hein. Donc vraiment vous pouvez aller très loin dans la qualité. Moi je pense que j'aurais envie de faire deux versions pour pouvoir de plus que celui-ci, pour pouvoir vous montrer le rendu justement avec des fils différents, mais avec le même type de modèle et le même type d'échantillon, ce qu'on peut avoir. J'aimerais en faire un avec un coton, pour avoir une version été à manches courtes, mais un coton DK, voilà, ou en coton fil d'été, hein, quelque chose dans cet ordre-là, mais je pense que, voilà, mais un fil d'été DK, ça c'est sûr, et j'aimerais en faire une version très chaud, d'hiver, dans un worsted à rang. Peut-être, il y a un fil auquel je pense que j'aime beaucoup, qui s'appelle la sable de... la filature du Val Goudemar, et je pense que ça pourrait aussi aller très bien pour ce type de modèle. Et vous verrez dans le patron, où là vous voyez il y a un petit motif ajouré sur le circular yoke, c'est une option. Ça sera pas, l'idée c'est vraiment d'avoir un modèle hyper simple que tout le monde peut tricoter, c'est une option. Il y aura plusieurs formes d'encolure aussi, enfin d'encolure, il y aura plusieurs hauteurs de cols, pour ceux qui aiment bien avoir des cols qui remontent, au contraire qui aiment bien avoir des cols échancrés. Voilà, l'idée c'est d'avoir quelque chose quand même de facile à adapter et de très versatile. C'est-à-dire qu'avec un patron, on peut se faire plaisir et tricoter des rendus très différents. Voilà, c'est ça l'objectif. Donc ça aussi, ça m'occupe bien, mais par contre, c'est vrai que ça, je le fais pas très souvent parce qu'il avance vite. Vu que c'est des aiguilles 5, ça avance vite. Je fais ça vraiment entre deux... voilà, vite fait, je fais 2 tours comme ça. Il avance plus de manière très ponctuelle. Je crois que j'ai fait tout le tour de mes sacs en cours. Ça y est. Pour cette rubrique en cours, c'est terminé. Et juste avant de conclure, vous parler des 3 coups de cœur que j'ai pour ce mois-ci. Donc c'est mes 3 coups de cœur du mois d'avril, 2 patrons et une vidéo. Le premier patron sur lequel j'ai eu un coup de cœur total, c'est le modèle, je vais vous le mettre de toute façon en image ici, c'est le pull Yoki de Marianne Munier, qui a été publié dans le dernier Making Story, le numéro 5, qu'il s'agit d'un pull de type boxy, donc un pull extra large, forme carrée, manche tombante. Et sa particularité, vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est tout ce motif texturé qu'il y a sur le panneau de devant du pull. Vraiment, c'est ça qui m'a complètement conquise. Donc peut-être un jour j'arriverai à le faire, je sais pas. Maintenant je n'ai plus rien là-dessus, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est d'un coup de cœur. Ça veut pas dire que je vais le mettre forcément sur mes aiguilles, mais il est répertorié dans mes favoris sur Ravelry. Mon deuxième modèle pour lequel j'ai eu un coup de cœur au mois d'avril, c'est le châle, le Elvan Shawl, qui est paru également sur Ravelry au mois d'avril. Il s'agit d'un design de Florence Sperling, et alors, j'adore. J'adore, tellement original, mais j'adore, je trouve ça mais comme un tableau d'art en fait. Donc c'est je vous montre aussi la photo, c'est un châle triangulaire qui se tricote dans un sens de manière latérale, puis après on refinit par l'autre pointe, hein, tout simplement. Et il combine, donc il est uni sur un coloris très neutre, écru
Et à l'intérieur, il va y avoir des symboles géométriques qui vont être tricotés en intarsia, en jacquard intarsia. J'adore, j'adore, j'adore. Et il est combiné avec de la texture avec des noppes qui, elles, sont faites pour pas trop gêner, justement bien mettre en valeur ces symboles qu'on trouve sur ce châle avec le même fil que le coloris principal du châle. Et je trouve que, je sais pas, elle a su trouver cet équilibre avec les noppes et les motifs de jacquard intarsia qui viennent comme ça. Oh, c'est à la fois très arty et très ethnique. Voilà, j'aime le deux, le combiné. Enfin, vraiment, je suis complètement fan de ce châle. Honnêtement, ça, si je pouvais trouver le moment pour le tricoter, ça me ferait extrêmement plaisir. À la fois aussi parce que j'aime bien cette technique de l'intarsia et parce que j'aime beaucoup la forme. C'est un châle qui est très long, qui peut se porter comme une écharpe. Et franchement, qu'est-ce qu'il est original, en fait, vraiment j'adore. Donc voilà le Elven Shawl que j'ai mis en favori aussi dans ma bibliothèque, dans mes favoris dans Ravelry. Et enfin, le dernier coup de cœur, c'est une vidéo YouTube et il s'agit du dernier épisode du podcast Saison de Genièvre Dugon, qui est une Québécoise et qui est une designer qui fait des choses d'ailleurs très originales et très intéressantes également. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ses vidéos, c'est qu'elle partage de manière très transparente sa manière de voir le design et le métier de designer. C'est vraiment super intéressant parce que moi, je trouve, d'ailleurs, elle témoigne de choses auxquelles moi aussi j'ai été confrontée, des questionnements que j'ai eus aussi, que j'ai encore, et elle arrive à en parler de manière tellement claire et transparente. Chapeau, je serais incapable d'en parler comme elle en parle, et justement je vous conseille d'aller voir son dernier épisode, c'est l'épisode du 18 avril, où elle nous fait part de toute sa réflexion sur l'inclusivité, et notamment en tant que designer, nous, quand on a à grader les modèles et les limites en fait des standards de la graduation. Quand on propose un modèle de tricot fait main, c'est un modèle standard de patron, on ne peut pas faire autrement. Et on peut essayer de vous proposer des ajustements à certains endroits, essayer d'expliquer comment, parce que elle explique aussi comment on ne peut pas faire une gradation proportionnelle. C'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est beaucoup plus difficile. Elle explique la difficulté qu'il y a pour récupérer les mensurations pour notamment les femmes dans des petites tailles et des plus grandes tailles. C'est très très difficile de récolter. Je sais que Mélina, le Tipanda, avait fait un super travail là-dessus, moi qui m'a été très utile. Honnêtement, merci Mélina, parce que ton travail de sondage me sert énormément et ce qui m'a permis à moi de réaliser mon tableau de mensuration, qui est indispensable, mais vraiment indispensable pour le travail de designer et notamment le modélisme de nos modèles, de nos patrons. Et donc, vraiment, je vous conseille, allez voir, elle en parle, elle ouvre le débat, toute une réflexion autour de ça, qu'est-ce qui est de la part du designer et qu'est-ce qui est la part du tricoteur, justement pour pouvoir adapter un patron. C'est la même question que le prêt-à-porter en fait. Voilà, on est passé à un moment donné du sur-mesure au prêt-à-porter pour pouvoir démocratiser le vêtement. Pour pouvoir démocratiser la pratique du tricot fait main, il a fallu créer des standards. Sauf que pour que ça puisse, le défaut de cette démocratisation des standards d'écriture de patron, ben c'est que ça ne convient pas à toutes les morphologies. Donc il faut faire des adaptations. Sauf que ces adaptations à expliquer dans un patron, c'est très compliqué déjà d'une, et en même temps ça rallonge et ça complexifie en fait les instructions. Donc la question est de savoir quelle est la part que nous, designers, on va mettre dans nos patrons pour vous aider et vous accompagner à cette personnalisation des modèles. Et à l'inverse, quelle est la part du tricoteur de se former, de s'auto-former pour pouvoir lui-même bien se connaître et faire les modifications et les adaptations qu'il a besoin de faire sur un modèle. J'en parle très mal, allez voir, elle en parle bien mieux que moi, je vous conseille, c'est mon coup de cœur aussi, vidéo du mois d'avril. Ça y est, j'ai terminé cet épisode. Un grand merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'ai été extrêmement bavarde. J'espère que ça ne vous a pas découragé d'arriver jusque-là. Un grand merci. Si le contenu de cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, manifestez-le, dites-le, soit avec un pouce en l'air, c'est très important, mais surtout, dites-le en commentaire. Partagez également cette vidéo. Je vous rappelle que comme je n'ai pas accepté la monétisation YouTube, c'est plus facile pour moi de me rendre visible grâce à vous et grâce à vos partages. Et je vous laisse, comme promis,
promis, sur la fin de cette vidéo avec un générique où je vous montre les images de mes dernières balades du mois d'avril aux alentours de Chambéry, au pied des montagnes de la Savoie. Merci infiniment, portez-vous bien et je vous donne rendez-vous au mois de juin pour un nouvel épisode. À bientôt!